Soyez les bienvenus dans Économie le Mac sur i24 News. Voici les titres de cette édition. Nous irons en Afrique subsaharienne pour commencer. C'est là que le marché de la téléphonie mobile connaît sa plus forte croissance. Le continent attire les grands opérateurs et il y a de la place, beaucoup de place, puisque 2/3 de la population n'ont pas encore d'abonnement. Alors comment les gouvernements favorisent-ils l'essor du mobile en Afrique? Nous ferons le point avec Thierry Barbeau, directeur du site Afrique-Info. Et puis nous nous rendrons à Gaza en seconde partie d'édition à la rencontre des potiers, un métier qui a longtemps fait la réputation de la région. Mais aujourd'hui, les artisans voient leur marché se rétrécir. Les raisons, les origines de cette situation, on voit tout cela dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Comme chaque jour, un point sur l'essentiel de l'actualité économique. Et l'actualité, c'est d'abord la fin d'un long feuilleton politico-judiciaire aux États-Unis. Les autorités antitrust américaines ont donné hier leur feu vert au projet de fusion entre US Airways et AMR, la maison mère d'American Airlines. Annoncé en février dernier, l'accord donnera naissance au nouveau numéro 1 mondial du transport aérien. Et avec un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards de dollars pour une flotte de 1500 appareils, eh bien, la nouvelle American Airlines devrait se placer juste devant United et Delta. Un bémol toutefois, les deux compagnies sont contraintes de céder certains de leurs actifs. Jusqu'ici, plusieurs États américains s'inquiétaient des effets néfastes de l'opération sur la concurrence et sur la future desserte de leurs aéroports. Notre préoccupation, c'est de nous assurer, comme nous le faisons attentivement dans tous les cas en rapport avec la loi antitrust, que nos décisions apportent des avantages aux consommateurs. Un mot sur l'enquête internationale menée sur les possibles manipulations des taux de change. Elle vise déjà, on le disait la semaine dernière, des banques telles que Citigroup, JP Morgan ou HSBC. Eh bien, on sait désormais qu'elle concerne une quinzaine des plus grands établissements bancaires du monde. Le Financial Times indique aujourd'hui qu'elle s'est étendue à de nouvelles devises. Après l'euro-dollar, les autorités judiciaires s'intéressent au dollar australien, à la livre sterling ainsi qu'à certaines monnaies scandinaves. Des investigations sont ouvertes en Suisse, aux États-Unis, à Hong Kong et au niveau européen. Le scandale touche, on le rappelle, au plus gros marché financier, celui des changes, avec un volume quotidien de 5 300 milliards de dollars. On reste dans le chapitre judiciaire avec la condamnation hier de Starbucks à payer 2,760 milliards de dollars en dommages et intérêts à Mondelez, ex-Kraft Food, pour avoir mis fin unilatéralement en 2010 au contrat qui liait les deux groupes. Un contrat qui portait sur la distribution de café de marque Starbucks en grande surface. C'est une instance d'arbitrage indépendante qui a mis fin à plusieurs années de litige. Starbucks qui reste, pour rappel, la plus grande chaîne de café au monde. Comment l'Afghanistan pourra-t-il sortir de la narco-économie? Un nouveau rapport de l'ONU publié ce mercredi révèle que l'étendue des surfaces dédiées à la culture de l'opium est passée en 2013 à 209 000 hectares contre 154 000 en 2012. La production d'opiacés a bondi de 49% sur la même période, 5 500 tonnes. À un an du retrait prévu de l'OTAN, les producteurs craignent une déstabilisation du pays. L'ONU, elle, redoute que ces récoltes profitent essentiellement aux talibans. L'Afghanistan, premier producteur mondial de hashish et d'opium, reste l'un des pays les plus pauvres de la planète, malgré l'aide internationale. Selon l'ONU, le marché mondial de la drogue dépasse aujourd'hui les 300 milliards de dollars par an, soit le deuxième marché économique au monde derrière les armes, mais devant le pétrole. Et puis on salue l'arrivée d'une nouvelle agence de notation, une quatrième référence peut-être, en tout cas un concurrent de poids aux trois géants de la catégorie, Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Alors ce sont en réalité 5 agences de notation financière, une indienne, une portugaise, une brésilienne, une malaisienne et une sud-africaine qui vont unir leurs forces. Arc Rating, ce sera le nom de cette structure qui ambitionne de se placer en alternative à une offre actuelle critiquée, on le sait, depuis la crise des subprimes. Et dernièrement encore, on l'a vu avec la note de la France. Alors le lancement est prévu la semaine prochaine. Un mot d'ordre, crédibilité. La nouvelle agence se veut le reflet d'une économie mondiale multipolaire. 32% de la population africaine dispose aujourd'hui d'un abonnement mobile. C'est presque 20 points de plus qu'en 2007. Alors on reste assez loin des 80% affichés par l'Europe, mais le taux de croissance du marché, 18% en moyenne chaque année depuis 6 ans, est le plus élevé au monde. Et les modes de consommation évoluent, vous allez le voir, à vitesse grand V. Au Kenya, par exemple, la 4G arrivera l'an prochain. Avant de faire le point avec Thierry Barbeau, on regarde cette analyse signée Anthony Lesme. Sur certains continents, il est difficile d'imaginer la vie avant les téléphones mobiles. Vérifier son répondeur une fois arrivé à la maison n'est plus qu'un lointain souvenir. Et avec l'avènement des smartphones au cours des 5 dernières années, certains tremblent juste à l'idée de ne pas avoir un accès instantané au courrier électronique.
Mais sur le continent africain, l'histoire est bien différente. Ce que nos données montrent en réalité, c'est que dans toute l'Afrique subsaharienne, si nous parlons d'abonnés uniques, les personnes qui ont vraiment des appareils entre leurs mains, un tiers de la population est équipée. La couverture du marché est seulement de 31%, c'est 253 millions de personnes. Des expériences repoussent les limites de la communication numérique dans les endroits les plus reculés de la planète. C'est le cas du projet Loon de Google, qui vise à utiliser des ballons gonflés à l'hélium comme routeur Internet. Les chiffres montrent que 50% des gens ont des téléphones cellulaires dans les marchés émergents, contre 80% sur les marchés développés. Cela signifie qu'il y a un grand vide à combler dans l'accès aux technologies de communication. Un défi pour les industries, mais aussi pour certains gouvernements africains qui doivent changer de politique. C'est le cas du Gabon où le mobile est taxé à 40%. Ça veut dire beaucoup plus d'investissement, ce qui signifie beaucoup plus de travail de la part de l'industrie mobile pour atteindre celles qui ne sont pas connectées. Mais ça veut dire aussi que le gouvernement est en grande partie responsable de la création d'un environnement pour que les opérateurs puissent effectivement atteindre ces personnes. L'utilisation du téléphone cellulaire a rapidement progressé en Afrique. Les prévisionnistes disent que le nombre d'abonnés uniques augmentera de 37% d'ici 2017 pour atteindre 350 millions d'utilisateurs. Pour plus d'1 milliard de personnes qui vivent en Afrique, la progression de l'industrie du téléphone mobile change la vie. Les agriculteurs peuvent comparer les prix avant de vendre les produits. Les travailleurs migrants peuvent rester en contact avec leur famille plus facilement. Tendance croissante, la banque mobile offre de réelles perspectives d'investissement. Si les politiques mettent en place les infrastructures suffisantes, l'industrie du téléphone cellulaire pourrait représenter bien plus que les 6% du PIB déjà réalisés en Afrique. Voilà, on l'a vu, 253 millions d'abonnés mobiles uniques en 2013 pour l'Afrique, un demi-milliard d'utilisateurs. Alors peut-on parler d'un phénomène de mode? En tout cas, les opérateurs du monde entier se bousculent pour conquérir les 66% restants de ce marché et plein d'avenir. Alors nous sommes en ligne avec Thierry Barbeau, directeur du site Afrique Info. Merci, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour vous, est-ce qu'on est au début de la révolution numérique en Afrique? Je pense qu'on est complètement au début de cette révolution numérique. Je pense même que cette révolution numérique va faire de l'Afrique en fait une locomotive véritablement de la croissance mondiale, puisqu'on voit des chiffres absolument incroyables de développement de la téléphonie mobile qui drainent avec elle bien évidemment toutes les connexions aux réseaux sociaux, les transferts d'argent avec les systèmes comme M-Pesa et puis bien sûr les connexions à l'internet avec tout ce qui en découle. Alors on peut se demander comment les opérateurs abordent le marché africain au niveau de l'offre, des tarifs. Ça reste accessible, adapté au plus grand nombre? Alors il y a énormément d'offres, je crois qu'il faut les dissocier déjà de deux façons véritablement distinctes. On a les grands opérateurs historiques sur l'Afrique de l'Ouest, à majorité francophone, par exemple représentés par Orange, où là vous avez un type de consommation et d'utilisation qui est véritablement distinct, qui fonctionne avec du prépayé, où vous achetez des cartes de crédit avec des revendeurs de rue et vous allez créditer à l'aide de codes votre téléphone. C'est ce qui a fait en fait que se sont développés les système de paiement en ligne où on a commencé non pas à se transférer de l'argent, mais à se transférer du crédit qu'on avait acheté dans la rue. Et puis d'un autre côté, vous avez une Afrique qui est en croissance exponentielle, qui est l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe bien sûr, avec des systèmes gérés et des opérateurs du type MTN, où là vous avez des abonnements qui se rapprochent un peu plus du système européen. Alors justement, est-ce que les réseaux suivent cette croissance? On imagine qu'il y a toujours des écarts entre les villes et les zones rurales. Bien évidemment, il y a des écarts. Les infrastructures sont en plein développement. De grands groupes internationaux investissent énormément pour gérer tout simplement les antennes télécom qui vont faire le relais pour ces connexions. Elles sont en plein développement, mais déjà on capte quand même dans une grande partie du continent africain. Ouais. Et au niveau du matériel, la demande aujourd'hui, elle est sur quel type de terminaux? Est-ce que les smartphones, par exemple, se démocratisent peu à peu? Alors les smartphones sont en voie de démocratisation, mais on assiste plutôt à des énormes percées sur le marché de certains fournisseurs de téléphonie mobile comme Huawei, la compagnie chinoise, avec du téléphone low cost qui va permettre en fait aux internautes d'accéder quand même à Internet, mais d'utiliser par exemple des applications Facebook à l'aide de langage texte identique au mode SMS. Donc on a vraiment le développement des smartphones, mais on a quand même une énorme utilisation du téléphone low cost de type standard qui fonctionne très bien et qui est vraiment privilégié aujourd'hui. Ouais, donc ça va très vite. Mais concernant les opérateurs, à qui profite cet essor du mobile? Est-ce qu'il y a selon vous la place peut-être pour de grands groupes de téléphonie africains, pour la création de grands groupes locaux?
Je pense qu'il y a de grands opérateurs africains qui peuvent émerger en s'associant à des opérateurs historiques. C'est un petit peu le cas sur certains opérateurs. Je dirais qu'on a vraiment 10 grands opérateurs qui se partagent aujourd'hui le marché, mais il y a la possibilité d'avoir un opérateur africain qui émerge, comme ça a été le cas par exemple sur certains constructeurs de tablettes, notamment en République démocratique du Congo, qui ont réussi en s'associant par exemple à Android à percer sur un marché. Merci Thierry Barbeau d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour toutes ces explications. Allez, on se tourne à présent du côté de la bande de Gaza. Longtemps, la poterie y a animé la vie économique dans cet ancien carrefour commercial de l'Antiquité entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Alors aujourd'hui, dans un tout autre contexte, on trouve toujours des potiers à Gaza, mais leur condition économique s'est dégradée depuis la seconde intifada et encore davantage après la violente prise du pouvoir par le Hamas en 2007. Le point avec Johanna Citruc. Des siècles durant, Gaza était connue pour la qualité de ses poteries. Des récipients en argile exportés aux 4 coins du monde. Depuis, les civilisations s'y sont succédées. Aujourd'hui, sur fond de conflit israélo-palestinien, la donne a changé. Le secteur ne fait plus recette. Sabri possède l'une des rares poteries toujours en état de marche dans la bande de Gaza. Honnêtement, j'aime beaucoup ce métier. C'est la raison pour laquelle je continue à le faire. Bien sûr, il existe de nombreuses alternatives à ce métier aujourd'hui. Et c'est ça qui le rend obsolète. Par exemple, la plupart des récipients ne sont plus faits en argile, mais en plastique, en verre, en aluminium ou encore en métal. Il y a beaucoup d'alternatives à l'argile. L'homme emploie une dizaine de travailleurs, et ce malgré la baisse continue de ses recettes depuis plusieurs années. Et si Israël reste le principal marché pour les exportations gazaouis, la situation politique affecte gravement le secteur des arts traditionnels et de l'artisanat. Bien sûr, cela nous affecte beaucoup économiquement. Avant la seconde intifada, tous les produits utilisés étaient exportés en Israël. Tout ce que vous voyez à l'extérieur était livré en Israël. Il y a seulement 10 ans, la bande de Gaza comptait une 50aine de fabriques de poterie. Aujourd'hui, après 6 ans de règne du Hamas, il n'y en a plus que 5. En 2000, avec le début de la seconde intifada, Israël a fermé de façon provisoire, puis définitive, le poste frontière de Karni, seul point d'entrée et de sortie des marchandises. Depuis, les commerçants luttent financièrement. Avant, nous ne pouvions jamais satisfaire toutes les commandes. Aujourd'hui, je n'ai pas vendu un seul pot depuis ce matin. Avant la création de l'autorité palestinienne, nous avions le libre-échange avec Israël et nous leur vendions beaucoup de choses. Nous avions donc des clients cisjordaniens, israéliens, mais aussi les touristes qui venaient visiter Israël. Autre coup dur pour les commerçants de Gaza. En juin dernier, l'Égypte décide d'intensifier les démolitions de tunnels, utilisés pour de la contrebande entre les deux territoires. Problème, ces tunnels servaient aussi à importer des matières premières et notamment du carburant. Des pénuries qui ont provoqué la fermeture de la centrale électrique qui fournissait jusque-là près de la moitié des habitants. Et selon les Nations Unies, le taux de chômage à Gaza avoisine les 30%. Voilà pour ce reportage à Gaza. On passe maintenant au Media Watch. Adjugé, vendu, le plus gros diamant orange au monde a été vendu hier, 35 millions de dollars, 14,82 carats, c'est le plus gros de sa catégorie. Alors pas d'informations sur l'acheteur, tout cela s'est passé à Genève et on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. J'imagine que vous avez tous les détails. Alors beaucoup en tout cas, donc c'est 35 540 000 dollars très exactement, c'est plus de 26 millions d'euros pour ce diamant orange de 14,82 carats, ce qui signifie que le prix de vente du carat a atteint 2,39 millions de dollars. Le précédent record était de 2,15 millions de dollars pour un diamant vendu en 2009 à Hong Kong. Et ce prix hier, comment s'explique-t-il ? Alors en fait, s'il a été vendu si cher, c'est parce que les diamants de couleur, et particulièrement les diamants orange, sont beaucoup plus rares que les diamants classiques et notamment les diamants blancs. Et c'est donc une bonne affaire pour la société de vente aux enchères qui s'en est chargée, Christie's. Et hasard ou non, c'est ce soir qu'un de ses concurrents, Sotheby's, doit proposer le plus gros diamant rose au monde, rose et pas orange cette fois, pour un prix attendu de 60 millions de dollars. Alors on va rester un petit peu dans le luxe, Johanna. S'installer sur les Champs-Élysées, c'est toujours très classe, mais ça coûte de plus en plus cher. Oui, c'est le Figaro qui détaille le classement annuel des avenues les plus chères du monde. Et cette année,
Les Champs-Élysées affichent la plus belle progression et se retrouvent donc sur la 3e marche du podium. Et le prix du mètre carré a augmenté de près de 40%. Après une hausse de 30% l'année dernière, en 2012, il se vend aujourd'hui à 13 255 €. Et si les prix ont tant augmenté, c'est principalement parce qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui veulent avoir leur magasin sur la plus belle avenue du monde. En 2011, il y a eu Banana Republic et Abercrombie & Fitch. Cette année, Zadig & Voltaire et les cosmétiques MAC. Et l'année prochaine, ce sera le bijoutier Tiffany. Alors, les Champs 3e, mais qui est donc le grand gagnant? Alors, c'est l'avenue Causeway Bay à Hong Kong qui domine le classement pour la 2e année consécutive. Le mètre carré y coûte près de 25 000 €, une augmentation de 14,7% par rapport à 2012. Merci Johanna et à demain pour une nouvelle revue de presse. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro d'Économie Le Mag. Restez avec nous, l'info continue.